Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans titre enregistré au Centre Pompidou. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste plasticienne Cornelia Eichhorn. Bonne écoute. Tout à fait. Cornelia, merci beaucoup de ta présence. Alors, je vais bafouiller quelques lignes histoire de te situer un peu pour nos éditeurs et auditrices, mais surtout, n'hésite pas à me corriger et puis à revenir sur certains points. Donc, tu es artiste franco-allemande, tu as vécu jusqu'à l'âge de 8 ans en RDA. Tu as fait, entre autres, l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en 2012. Aujourd'hui, tu vis et travailles à Paris où tu développes une œuvre pluridisciplinaire mêlant sculpture, vidéo, collage, gravure et dessin, dominée par les corps, les matières et les formes organiques, les métamorphoses. Ton travail explore le langage non verbal, les relations humaines, questionne les normes sociales. En 2021, tu es lauréate de la bourse Exphrasis de l'ADAGP. En ce moment, on peut voir une partie de ton travail dans l'exposition Entre deux, exposition qui met en regard ton travail avec celui de l'artiste Louise Duneton autour de la thématique de la peau. C'est jusqu'au 8 juin à la galerie Huberti et Brain, rue Chapon, Paris. C'est ça, c'est comme ça que ça se dit. Très bien. Voilà. Ben, c'est très bien. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, peut-être nous dire... Alors, revenir sur ton parcours. Alors, je sais pas revenir d'où, mais à partir de quand tu veux nous dire ce qui est pertinent pour toi et nous parler de tes études, ta formation et peut-être de leur importance ou non dans ton parcours. Oui. Alors, ce sur quoi j'aimerais bien revenir dans la bio, c'est justement la RDA, parce que c'est très important après pour. C'est un peu en filigrane, ça inspire mon travail. Donc mes parents étaient activistes sous le régime communiste et c'était logique à un moment donné ils voulaient quitter la RDA et via un regroupement familial parce que ma mère avait une cousine en Bavière, on a pu partir 1 an avant la chute. Et quand même pendant toute cette période j'ai subi quand même un peu des pressions psychologiques en tout genre, donc c'était c'était un peu traumatisant. Et après en Bavière, puisque je venais de la RDA, c'était pas très facile pour m'intégrer non plus. Et j'ai pas un physique typiquement allemand, donc en Bavière, j'ai subi aussi des agressions physiques. Et c'est de là qu'est né en fait le souhait de pas rester en Allemagne et de vivre à l'étranger. Et donc tout ça, c'est un peu en filigrane, ça fait partie. En fait, ça nourrit un peu, le point de départ un peu de mes recherches et de mes questionnements de mon travail artistique. D'accord. Du coup, t'es arrivé quand en France ? Après le bac. Après le bac. Et tout de suite, t'es allé en école d'art. J'ai appris la langue d'abord. Ouais. 1 an à peu près, et après je me suis inscrite. Dans une fac de cinéma parce que je voulais faire des films dans l'espoir d'intégrer la FEMIS. Et pendant la fac, donc c'était Paris 8, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus attirée par le cinéma expérimental et l'art vidéo. Et donc je me suis dit FEMIS c'est pas vraiment l'endroit pour faire ça. Et donc je me suis plutôt orientée vers une prépa où j'ai pas fait de film, j'ai plutôt fait du dessin, et donc j'ai passé le concours des arts déco par équivalence pour la section photo vidéo, mais avec un dossier où il y avait quasiment que des dessins que j'ai eu quand même. Et voilà, et après j'ai fait les arts déco pendant 4 ans en photo vidéo. En photo vidéo. Ouais. D'accord. Et tu penses que c'était sorti en quelle année En 2012. Donc 2012. j'avais déjà un âge assez avancé. J'ai fini mes études, j'avais 31 ans. D'accord. Et il faut aussi dire que à la fac, c'était que théorique. Donc quand je suis rentrée aux Arts Déco, je voulais vraiment croquer à plein dents la pratique, ce qui fait que j'étais vraiment très bonne élève et donc je me suis pas trop concentrée sur tout le social, de nouer des liens avec mes camarades de classe, ce qui fait que à la fin de l'école, je suis pas vraiment restée en contact avec tous ces gens-là. D'accord. Tu penses que c'est important ça de
Puis c'est un réseau déjà. Ouais. Avec le recul, je me suis rendu, si c'était à refaire, je ne ferais pas comme ça. Avec les autres étudiants ou avec l'équipe pédagogique? Tiens, c'est marrant, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui est comme ça sur. Oui, parce que j'étais par rapport à l'âge, j'étais plus proche presque des profs que des élèves. Ni avec l'un ni avec l'autre. Bon, on est en contact sur Facebook, mais bon, c'est pas un vrai rapport amical. Ben, je sais pas comment ça se passe la sortie des Arts Déco. Quand t'es diplômé, c'est le grand vide ou au contraire tu sais déjà un peu comment tu vas articuler ça, tu sais déjà ce que tu veux chercher comme. Alors quand j'ai passé mon diplôme, mon but était de promouvoir mon film de diplôme au niveau artistique. Et après, en 4e année, j'ai fait un stage au musée Magval. Faut savoir, je sais pas si tout le monde le sait, ce musée-là, contrairement aux autres, je crois, a un département audiovisuel qui est dédié à créer des vidéos pour ou un entretien avec tous les artistes qui sont dans la collection permanente et qui filment aussi tous les événements, les performances, les concerts, les ateliers pour enfants. Tout est documenté. Et donc, ils avaient besoin d'une équipe pour filmer, monter. Et donc, cette équipe, il y avait une chargée d'organisation et sinon c'était que des stagiaires et c'était en général 4 ou 5 élèves de la section photo-vidéo des Arts Déco. Et donc j'avais ce stage-là à partir de la 4e année et cette chargée, elle a un parcours un peu similaire au mien. Elle est aussi franco-allemande, elle a fait aussi Paris 8. Et donc on commençait à avoir un rapport un peu amical et ça en fait après le stage j'ai commencé à faire les premières piges à partir de la 4e année au Magval. Donc je créais déjà entre 4e et 5e année, j'ai créé mon entreprise, donc j'avais déjà un peu un pied alimentaire, on va dire. Et mais il s'est poursuivi après l'école. Donc j'ai fait ça au moins jusqu'en 2015. Ok. Et donc parallèlement, j'ai voulu promouvoir mon film dans le but de trouver une maison de production pour faire d'autres films. Et je me suis rendu compte que ce travail-là, il n'était pas assez régulier pour tout payer. Donc je devais compléter avec autre chose, mais quelque chose qui me prenait pas trop la tête ni trop de temps. Et donc j'ai gardé les enfants en complément. Et en 2015, la famille où je gardais les enfants, ils ont décidé de s'expatrier. Donc ils m'ont licencié. Parallèlement, j'avais l'impression que j'avais fait à peu près le tour au Magval de tout ce que je pouvais leur apporter, de ce que je pouvais apprendre. Et j'avais pas trouvé de maison de production. Donc je pouvais pas faire d'autres films sans subvention. Et donc j'ai décidé de tout arrêter. Et le dessin, il a ressurgi à ce moment-là. J'en ai toujours fait. Depuis que je suis toute petite. Et donc là, j'ai dit j'arrête tout, je me mets au chômage et je me concentre à fond sur le dessin. Ok. Voilà. Pareil, avec un plan, tu sais... C'était ce que j'ai commencé au début. J'ai commencé chez moi à dessiner sur la table de cuisine, plutôt des petits formats, et j'ai commencé à les publier sur Facebook. Parce que voilà, c'était le réseau social à peu près en 2015. Et il y a des projets en fait qui ont commencé à arriver tout de suite via les publications. D'accord. Des collaborations avec des poètes, des propositions d'édition. Ok. Et aussi des projets d'exposition. Ok. Via les réseaux sociaux, principalement Facebook à l'époque. Oui. Et c'est ça qui va te rapprocher d'autres professionnels pour faire du dessin, oui. Une activité comment dire, plus structurée dans le sens où tu réponds à des commandes, où tu es en collaboration avec d'autres gens. Et ok. Ce que je peux dire en fait par rapport à l'école, donc ils nous ont bien appris quels étaient nos questionnements artistiques, comment construire un projet, même comment construire une commande, mais toute la partie administrative, de subvention, budget, ça on n'a pas appris du tout. Même création d'une entreprise, je ne savais pas. Et donc ça, je l'ai appris un peu sur le tas. D'accord. En faisant beaucoup d'erreurs.
C'est un constat qui revient généralement. Ouais, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un jour une émission avec quelqu'un de la DAGP, quelqu'un de la Maison des Artistes, tu vois, ou quelqu'un de l'URSSAF Limousin. Puis on pose des questions, on ouvre le chat, je sais pas. Intéressant. Non, mais je pense que ce serait carrément. Il y a des informations qui pourraient sortir. Après, tout évolue. Nous, de notre côté, et ces services-là aussi. Oui, c'est vrai. Oui, j'imagine que de toute façon, la formation, elle est pas pareille maintenant. Enfin, moi, quand je rencontre des étudiants aujourd'hui, je pense. Ils ont des cours. Je pense que ça les emmerde royalement, mais ils ont des cours de gestion de budget ou de quel statut avoir, qui est-ce qui existe comme aide, à qui je peux les demander, etc. Ouais, c'est vrai que ça a quand même changé. Oula, pardon. J'ai tapé dans la table. Où est-ce que tu produis? Est-ce que tu as un atelier là aujourd'hui? Ça se passe comment? Alors ça aussi c'était tout un cheminement. Donc d'abord j'ai commencé chez moi, comme j'avais dit, et ça devenait tout de suite problématique de devoir ranger tous les soirs, et puis on peut pas faire des choses très grandes. Donc je voulais avoir un atelier, sauf que ça coûte un loyer que j'avais pas trop à l'époque, et donc j'ai quand même trouvé dans un tiers-lieu un coin de table pour 30 € par semaine, mais c'était dans un espace collectif. Donc au début, je trouvais ça génial parce que en travaillant à la maison, on se frotte pas trop aux autres artistes et j'avais plus trop de contact avec les gens de l'école. Et donc j'étais contente de retrouver un peu de collectivité. Mais chacun a une façon différente de travailler. Il y a les gens qui ont besoin d'écouter de la musique à haut volume, qui ont besoin de beaucoup converser. Et ça, j'ai mis 3 ans à assumer, à dire je ne suis pas une personne qui peut travailler sous ces conditions-là. Donc, au bout de 3 ans, j'ai changé d'endroit et j'ai fait une demande dans un autre tiers-lieu qui s'appelle le 6B, où je pouvais avoir un espace individuel. Et j'ai eu cet espace individuel quelques semaines avant le premier confinement. Et donc, il était en piteux état. Il y avait la moquette pourrie, les crocs au mur, c'était tagué de partout. Donc j'ai passé tout le premier confinement à le retaper, à faire un white cube parfait pour recevoir des gens. Parce que ça aussi, les espaces collectifs ou chez soi, c'est pas très propice pour faire des visites d'atelier, enfin pour inviter des professionnels. Et donc j'ai été dans un silence radio. Il y avait personne dans le bâtiment et je me suis dit c'est parfait, c'est le paradis. J'étais au 6e étage, j'avais une super lumière. Et à la fin du premier confinement, je découvre mes voisins. C'est un lieu très pluridisciplinaire. Il y a des associations, il y a des groupes de musique, il y a des gens de théâtre. Et donc, j'avais jusqu'à 17h une association qui s'occupait du soutien scolaire d'un côté. Et il y avait des murs, c'est du placo. Au niveau insonorisation, c'est horrible. C'est comme si je suis dans la même pièce et il y a juste une paroi. Et donc, conversation toute la journée, jusqu'à 17h, ça coupe. Et il y a le groupe de musique qui commence à jouer, tout vibre. Voilà. Moi, j'ai dit, comment je vais faire? Et là, on s'arrange avec l'emploi du temps. Et puis, je suis maintenant experte en toutes sortes de casques insonorisantes. D'accord. Parce que en plus, le 6B, c'est pas très cher. Là, t'as combien de mètres carrés? J'ai 12. T'as 12 mètres carrés. C'est 13 € le mètre carré. Ça, ouais. Ça reste une somme à la fin, mais c'est cool. Ouais. C'est quand même, c'est bien pour les. Il y a du monde quand même qui passe. C'est grand comment? J'y suis jamais allé. C'est grand? C'est au niveau mètre carré, je sais pas, mais c'est 6 étages avec 2 ailes. Donc c'est grand. Ouais, c'est très grand. Du coup, tu viens d'y répondre un petit peu, mais tu peux nous parler de ton rythme de travail, comment ça se ton travail artistique, tes dessins, tes découpages, comment ça se passe? Alors, quelle phase tu passes pour élaborer? Alors, j'ai un petit boulot alimentaire 3 jours par semaine, donc j'y suis 4 jours par semaine, on va dire, où j'essaie aussi de ne pas mettre de rendez-vous dans ces 4 jours pour que je puisse y aller, être à l'atelier toute la journée. Et puis, quand j'y vais, en général, je mets mes casques. Et j'écoute pas de la musique, même si j'aime beaucoup la musique, mais elle me met trop d'émotions, du coup j'arrive pas à travailler. Donc moi c'est podcast, audio-livre,
ou émissions YouTube, en général même autour des thématiques qui m'intéressent. Donc si j'ai une thématique, je regarde tout ce qu'il y a sur YouTube autour de la thématique. Donc j'ai ça en fond sonore toute la journée. Et puis j'ai des carnets croquis, un avec de l'écriture, un avec des croquis. Et puis une banque d'images, des livres. Donc je commence à consulter ça et toutes ces recherches-là qui préexistent, ils sont déjà autour de la thématique de tout ce qui est inclusion, exclusion et un peu les émotions qui peuvent être générées par ça. Donc c'est ça que j'essaie de visualiser en fait. J'essaie de trouver des images à ça. Comment le traduire par l'image. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter comment apparaît un sujet ? J'ai pas vraiment de recette. Je consulte les images, je commence à faire des croquis. Après ça, ce que j'ai pas non plus dit, je fais pas que les découpages en fait. J'avais au départ un travail de dessin beaucoup plus classique, beaucoup plus figuratif qu'on a l'impression que j'ai abandonné, mais je vais y revenir. C'est juste une histoire d'expo et de deadline. Et où on me reprochait souvent que j'étais trop lente. Donc je voulais en fait, j'ai développé je voulais développer une autre technique pour être plus rapide. C'est pas finalement plus rapide cette technique, mais au moins elle me permet un recul, c'est-à-dire et puis de potentiellement nouer. Et aussi j'ai pas peur d'enrichir ça avec d'autres techniques, parce que ce qu'on me disait aussi quand ils ont découvert les découpages, enfin mon entourage, t'as pas peur que ça ressemble pas, enfin on n'est pas trop habitué à voir ça de toi, ça change complètement visuellement. Et du coup voilà, ça me faisait un peu au départ peur, mais malgré tout, j'ai continué à avoir des propositions de projets, soit pour les dessins, soit pour les découpages. Donc, finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être une peur que les autres avaient et que je pouvais avoir, mais ça n'avait pas lieu d'être. Tu peux nous raconter comment s'est passée la collaboration avec Huberty et Brain ? Oui. Comment t'es rentré en contact ? Comment ils sont rentrés en contact avec toi, ou tu es rentré en contact avec eux ? Comment s'est construite votre première collaboration ? Je crois que c'est la deuxième expo que tu fais avec eux. Avec Amélie, oui. Ouais. Avec la curatrice, ouais. Ouais. Et voilà, en fait, comment ça se passe ? C'est quoi le chemin là ? Alors, Amélie, ça fait pas très longtemps qu'elle travaille avec Huberty Brain, donc je la connaissais avant. Je l'ai connue dans un dîner avec un collectionneur. Et après, elle a commencé à travailler en tant que curatrice indépendante. Et elle m'avait proposé déjà un projet d'exposition. Donc j'ai collaboré avec elle lors de cette invitation-là. Et après, elle a commencé à travailler chez Huberty Brain. Et Huberty Brain, ils ont 2 espaces à Paris. Ils ont un à Matignon, donc qui est très spécialisé bande dessinée, illustration. Et Amélie, ça fait je crois la 3e ou 4e exposition qu'elle fait rue Chapon, où elle a l'idée d'hybrider un petit peu de tout ce qu'on attend de l'illustration et de la BD et du dessin contemporain, d'enlever un peu les murs, de rendre ça un peu poreux. Voilà, c'est ça l'idée et elle trouvait que peut-être que je me trouve un peu à la frontière de ça, voilà. Et la première expo que tu avais fait avec elle, c'était en 2020, c'est ça ? Donc ça devait être pendant le premier confinement ou juste après Au 2022, je sais plus exactement, ouais. Mais c'était pendant les Covid, ouais. C'était pendant les Covid. Et en fait, la relation s'est poursuivie. Oui. C'est quoi ? Elle se tient au courant de ton travail ? Toi, tu lui envoies régulièrement des messages ? C'était plutôt en contact par mail ou quand on se voyait en vrai. Et en fait, l'exposition, c'était un projet très personnel à elle. Okay. Parce que elle a vécu de près les attentats du 13 novembre. Et elle a fait une dépression. Et les boîtes de médicaments antidépresseurs, elle n'arrivait pas à les jeter. Donc, elle a proposé en fait ces boîtes à des artistes. Et on avait carte blanche de faire ce qu'on voulait avec ces cartes, avec ces boîtes, de les transformer. Et l'exposition, c'était ça. C'était tous les artistes à qui elle avait proposé les boîtes et enfin voilà, elle les a exposés. Et j'avais fait des pop-up
Donc c'était aussi quelque chose qui touchait au découpage, mais c'était un peu une découverte de décliner ça autrement. Et je me suis beaucoup investie pour ça parce que je savais que ça lui tenait à cœur. Et je pense que je sais pas, elle a été touchée de mon investissement. C'est vraiment devenu presque un rapport amical. D'accord. Et parce que là, c'est une expo qui se fait en duo en ce moment. Et j'ai vu que vous aviez fait des pièces à 4 mains. Est-ce que ça t'arrive souvent de faire ça? C'était ma proposition. Ouais. Oui. Oui. Enfin, j'aime bien ça. J'ai pas besoin de ça nécessairement, mais j'aime bien, comment dire, me mettre dans un terrain inconnu. Ok. Et voir comment j'y réagis ou ce qui en surgit. C'est quoi les modalités? Comment ça se passe? Pour une collaboration? Non, concrètement, parce que de ce que j'ai vu, elle fait des dessins que tu découpes et inversement proportionnel. Donc il y a un moment où tu altères le travail de l'autre. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est un truc, comment ça se construit une collaboration dans ce sens-là où tu te retrouves à quelque part un petit peu détruire le travail que l'autre a réalisé? Voilà, c'est fin de la question, mais on a fait un peu comme un cadavre exquis, c'est-à-dire que chacune a commencé de son côté avec sa technique et toujours peut-être avec le soin de laisser de l'espace pour que l'autre pouvait intervenir. Et moi, j'avais pas trop peur. Louise, elle avait un peu plus peur. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit, qu'elle avait vraiment peur, en fait, de détruire ma partie parce que, elle s'est dit, oui, le découpage, ça prend beaucoup de temps. En plus, c'était un papier très épais, donc j'avais des tendinites. Et, mais moi, ça m'a pas fait trop peur. Je sais pas. Je me suis dit que si jamais ça rate, parce qu'on s'était bien en avant, si jamais ça rate, on peut toujours recommencer. J'ai vraiment pris ça comme un jeu sans me mettre trop la pression. En fait, l'idée de départ, c'était pour le visuel de l'expo, que j'aime pas trop parfois les graphismes où on prend un détail l'un ou de l'autre, on est obligé de choisir qui est sur l'affiche. Et puisque déjà ça s'appelait Entre deux, j'ai proposé pourquoi on va pas jusque dans la fusion visuelle. Et c'est ça Amélie pourrait après choisir dans la série ce qu'elle utilisera pour le carton. Voilà. D'accord. Est-ce que tu veux bien nous dire nous parler de ton métier, ton deuxième métier, ton métier alimentaire? Oui. Tu fais quoi? Actuellement, donc je vais pas faire ça toute ma vie, je livre du pain. Tu livres du pain? Ouais. Parce que c'est très tôt le matin. C'est aussi par un chorégraphe qui s'est reconverti en boulanger et qui est au 6B. Donc c'est très proche de mon atelier. C'est très tôt le matin. Donc en général à midi j'ai terminé. Donc je peux faire autre chose dans la journée. Et aussi le rapport fait que si jamais j'ai besoin de m'absenter pour du montage d'expo ou autre chose liée à mon métier artistique, je peux. C'est très facile pour être absent. Ce qui est pas toujours le cas avec les petits boulots alimentaires. Ouais. Oui, puis c'est important de pouvoir effectivement être libre. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une nécessité financière aujourd'hui. Oui, et aussi ce que j'aimerais bien dire par rapport à ça, c'est que j'ai testé l'enseignement, j'ai aussi déjà testé le montage vidéo au musée, j'ai travaillé pour Arte, enfin j'ai eu des travaux alimentaires qui sont, on va dire, qui sont mieux payés. Et mais pour moi, c'était à chaque fois que ça venait avec plus de responsabilités, plus de charge mentale. Et j'avais l'impression et aussi peur que ça piétinait en fait sur mon travail artistique. Donc pour moi, c'est plus vraiment un choix délibéré. C'est plus simple de vraiment séparer les deux et qu'il n'y ait pas dans les compétences mises à l'œuvre ou dans même les personnes croisées, qu'il n'y ait pas de porosité entre ces deux espaces-là pour que ton cercle strictement personnel artistique reste au maximum préservé finalement d'autres interventions, d'autres responsabilités. Mais c'est pas vraiment, enfin pour le réseautage, c'est vraiment par rapport à
à comment ça se passe mentalement, que je puisse l'oublier, parce que je pense que, je sais pas, avec l'enseignement, je prendrais ça trop à cœur, je voudrais trop bien faire, donc je préparais peut-être les cours plus qu'il n'en faut. Et ça, je sais que au niveau du temps qui est donné, je pense que mon travail artistique en souffrirait. D'accord. Pour moi personnellement. Voilà. Ouais. Moi, j'ai visé la médiocrité. Je suis un prof médiocre. Oui, ça j'arrive pas à faire ça. C'est notre solution. Vraiment, je la conseille à tout le monde. Est-ce que t'as travaillé avec d'autres galeries avant, etc. Non, c'est ton premier pas avec la galerie. C'est celle à qui t'as fait 2 expos jusqu'à présent. C'était un souhait que d'imaginer ton travail en galerie à un moment et que d'imaginer rentrer dans ce circuit-là. C'était un chemin logique pour toi? Oui. Ouais. Oui. Et finalement, c'est bien tombé, puisque si j'ai bien compris, la proposition s'est faite de manière assez libre et spontanée. Je veux dire, t'as pas écumé toutes les galeries avec ton portfolio aussi, où il y a eu des phases justement comme ça de recherche à tout prix Ça se fait pas vraiment d'aller avec son portfolio sous le bras. Caricature, mais on va dire que, en tout cas, c'est toujours de la supposition, parce que je les connais pas personnellement. Mais c'est très rare en fait que les galeries aillent dans les ateliers. Ils vont souvent sur d'autres plateformes, que ce soit Salon de Montrouge ou Jeune Création, où le lien se fait. Et j'ai pas eu ces plateformes. Donc du coup, j'ai juste les réseaux sociaux, un peu de vernissage que je faisais au début, mais ça a jamais été en fait un contexte dans lequel j'étais à l'aise. Et donc, dès que je voyais que le réseautage, il fonctionne aussi sur les réseaux, je me suis un peu retirée de ça. Ok. Et c'est efficace pour toi? Ça fait le taf? Ça, plus appel à projet, je fais quand même. Peut-être, comment ça se passe donc toi, comment ça se passe tu travailles avec les commissaires, tu travailles avec les centres d'art. C'est quoi? C'est beaucoup d'appels à projets? Les commissaires, on va dire, j'ai beaucoup plus eu de facilité pour en connaître via les lieux où j'ai eu mes ateliers, parce que chacun avait des espaces d'exposition et où les commissaires étaient invités, et je faisais à chaque fois du bénévolat pour aider à installer ou à organiser. Et donc c'est via ce biais-là que j'ai connu des gens. D'accord. Ouais. Mais toi, tu penses, le Salon de Montrouge ou Jeune Création, tu penses que c'est des marqueurs importants pour la jeune création, et c'est selon toi le bon moyen pour peut-être sortir du lot? Et c'est pas le seul. Je pensais, après l'école, j'avais vraiment l'impression, si j'ai jamais ça dans mon CV, c'est mort. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Là, c'est la preuve. Je suis aussi dans une galerie sans tout ça, mais c'est certainement plus long. D'accord. Je pense que ça propulse plus rapidement. Et tu vendais ton travail avant le travail avec cette galerie? Ouais. Tu vendais plus toute seule ou plus avec la galerie? J'ai pas encore la comparaison, parce que là l'expo elle est pas finie, mais j'avais toujours tendance à vendre via des visites d'ateliers, et les visites d'ateliers se faisaient beaucoup en me contactant sur les réseaux sociaux. En fait, énormément de choses pour moi ça s'est fait via les réseaux sociaux. Et les appels à projets, c'était plutôt des pas vraiment des concours, mais des appels à exposition. D'accord. Est-ce que peut-être c'est pas évident pour tout le monde ce que c'est que le Salon Montrouge Jeune Création, et ce qui fait qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas? C'est un concours, il faut être parrainé par une galerie, ou comment? Non, c'est un appel annuel où il faut postuler juste avec un portfolio. Okay. C'est assez précis à quoi doit ressembler le portfolio. Il y a une limite d'âge pour le Salon de Montrouge, qui est pas le cas pour Jeune Création. Non, c'est l'inverse. Okay. C'est 45 ans pour Jeune Création, et Montrouge n'avait pas de limite d'âge, et il faut pas avoir de galerie attitrée. D'accord. Voilà. Ok.
Et très souvent, effectivement, des gens qu'on voit sortir un peu au Salon de Montrouge, c'est vrai que c'est une première étape où tu les vois réapparaître. C'est une première plateforme de visibilité qui semble être un checkpoint important. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu avais en tête. Quoi. C'est comme ça que tu le... Ouais, c'est comme ça que tu le percevais comme une étape nécessaire. Et en fait, finalement, non. Donc c'est bien, c'est encourageant. Après, je continue à postuler pour ça. Donc, tu continues à présenter ouais. Pas tous les ans, mais... Et puisqu'il n'y a pas de limite d'âge. Mais oui, c'est vrai. En plus, il y avait, j'ai vu là au Salon de Montrouge, mon atelier à côté, il y avait une dame qui faisait de la tapisserie, qui avait 70 ans, je crois, dans les artistes exposés. La forme, le fond, est-ce que tu peux nous parler du dialogue entre les deux dans ton travail, entre les problématiques que tu veux aborder et ton désir formel? Est-ce que ça s'entrechoque? Est-ce que parfois la séduction au sein du travail peut être dans une stratégie peut-être pour amener vers ta problématique? Est-ce qu'au contraire, enfin comment ça se passe en toi? C'est plutôt l'inverse de la séduction, parce que souvent en fait les compositions de corps que je fais, j'utilise beaucoup d'images de maladies de peau. Et donc c'est souvent parfois ça arrive que les gens ils voient ce que j'ai, enfin l'image d'origine, et ils trouvent ça irregardable, ils trouvent ça dégueulasse. Donc c'est plutôt l'inverse de la séduction, c'est plutôt du rejet, de la répulsion. Et par contre, ce qui se passe, c'est que quand c'est transformé en dessin, ils peuvent le regarder et ils y trouvent même quelque chose de beau. Donc parfois, il y a un peu ce glissement-là. Et c'est justement pour parler un petit peu ce qui, dans l'intra-humain, ce qui ne fonctionne pas, si je veux parler de ça. Donc c'est pour ça que j'utilise plutôt quelque chose de difficile à regarder. D'accord. Donc la question d'après, c'est quelles sont tes inspirations? Donc c'est les maladies de peau. C'est toutes sortes aussi de. Ça c'est par rapport à l'image, mais ça peut être tout. Je fais aussi beaucoup de matière, parce que ce que je fais souvent, j'essaie de le transformer, c'est-à-dire que qu'on sent que c'était quelque chose de dégueulasse, mais on n'arrive plus à définir exactement ce que c'était. Donc je transforme. Donc du coup, j'ai aussi beaucoup d'images, d'objets, de matières. Voilà. Mais c'est-à-dire que, tout à l'heure, tu disais que tu étais arrivé au collage aussi dans l'idée peut-être d'accélérer ton processus de travail pour répondre à des deadlines, etc. C'est des deadlines qui sont imposés par qui? C'est dans quel cadre? Comment tu vis ça? Comment t'en es venu à te dire il faut que je trouve d'autres solutions pour répondre à qui, à quoi, comment? C'est les deux. Souvent, c'est des deadlines de projets d'exposition où on m'a invité. Ouais. Donc, ça peut être ça comme date. Que j'aimerais bien. J'aime bien présenter toujours des nouvelles choses quand j'ai une nouvelle expo. Donc, pas montrer à chaque fois la même chose. Et après, j'ai un certain nombre d'appels à projets que je tente plusieurs fois. Donc je postule pas avec les mêmes choses. Je fais un nouveau portfolio chaque année. Okay. Et là aussi, il faut que j'ai suffisamment produit pour pouvoir remplir le nouveau portfolio. Comment tu vis l'échec de ces dossiers-là? Je dirais que ça, je vis bien. Enfin, bien, j'ai toujours un petit pincement quand il y a le nom, mais en fait, je pense que ça, c'est une des choses que j'ai appris aux Arts Déco. Parce qu'on était tous les jours, à chaque fois qu'il fallait présenter l'avancement de nos projets, il fallait le faire devant tous les camarades de classe et devant tous les profs. Et là, on se prenait pendant 4 ans la critique tous les jours. Et ça forge. Et puis, il y a aussi de temps en temps des oui, donc ça contrebalance. Oui, il y a quand même des raisons de continuer. Mais ça représente beaucoup, par exemple, sur une année? Les appels à projets. C'est vraiment quelque chose qui jalonne ton activité. Il n'y a pas une année où il n'y en a pas? Quoi? D'appels à projets? Ouais, d'appels à projets, de présentation de dossiers. De oui. Ouais. On va dire, il y a de plus en plus de oui.
Donc c'est vers le haut. D'accord. C'était long. Ouais. Je pense aussi par rapport à quand je regarde les dossiers que je faisais il y a 10 ans, c'est mon Dieu, je comprends pourquoi j'ai pas été prise. Ouais. Oui, mais je pense que voilà, en améliorant, il y a aussi plus de oui. Il y a des boulots que tu présentes plus parce que tu dis, oh mon Dieu, j'ai fait un boulot comme ça, zut. Pas vraiment. Ou si c'est des boulots que je présenterai plus, c'est pas grave parce que je les ai vendus. Donc, ils sont plus dans mon atelier. Yes. Le bon argent. C'est une bonne raison de les présenter, ouais. Le point de vue extérieur sur ton travail, tu le trouves où? Est-ce que tu en as besoin déjà? Et si tu en as besoin, tu le trouves où? Est-ce que c'est avec, je sais rien, quelqu'un qui te suit, un collectionneur, collectionneuse, galeriste, commissaire? Où est-ce que ça se passe? Ça peut être les commissaires. Il y a des commissaires qui reviennent. Si ça fait 2 ou 3 ans que je les ai pas vus, ça arrive qu'ils m'ont demandé, j'aimerais bien revenir le voir en vrai. Parce que en général, mon Instagram, parce que je suis en train de me faire mon site qui sera plutôt vraiment un archivage d'œuvres finies. Et l'Instagram, je le perçois plutôt comme un regard sur l'épaule vers l'intérieur de mon atelier. Donc, je fais beaucoup de work in progress. Donc, ça, c'est déjà un retour. C'est les likes, des commentaires, des gens qui m'écrivent, comment ils trouvent. Et puis aussi l'entourage. Et si, c'est important. Je trouve que c'est important de frotter, d'avoir le retour de l'autre. Après, c'est un peu comme les refus des dossiers. Je fais la part des choses. Quand il y a une critique qui me paraît pertinente, je peux l'intégrer et peut-être, pas modifier l'œuvre, mais modifier peut-être dans une autre œuvre, faire autrement, voilà. Mais je me courberai pas, je suis pas les tendances, je changerai pas la thématique. Ça non. Est-ce que concernant, j'avais envie de parler de copie et de justement quand tu parles de tendance que tu suis, du temps, que tu suis ou suis pas. Je les observe. Ouais, voilà. Tu te tiens au courant. Tu fais les foires d'art contemporain, les salons. Comment? Beaucoup Instagram encore. Je le vois beaucoup sur Instagram, oui, ou quand je fais les galeries. Les salons, j'y vais pas forcément parce que j'ai pas toujours des invitations et ça coûte quand même cher de s'y rendre si on n'a pas d'invitation. J'aimerais plus les faire, mais parce que je trouve ça bien de. J'ai des retours des autres en fait. Et on va dire que tous ces événements autour du dessin, particulièrement, il y a une telle. Je sais pas si c'est malheureux de le dire, mais je le visite presque sans y aller. Tellement il y a en fait des articles, des publications sur Instagram. Après c'est pas pareil que de voir l'œuvre en vrai, mais au moins je vois ce qui se fait, ça oui, sans y aller. Est-ce que tu as encore, parce que tu disais avant la galerie, etc., au tout début avec Facebook, t'as toujours des commandes commerciales hors appel à projet, etc. Par exemple, un éditeur qui viendra te chercher pour la couverture d'un ouvrage, un auteur ou une autrice pour l'illustration, peut-être. Ça, j'ai pas vraiment fait encore des commandes d'illustration. J'ai pas encore touché à ça. Les invitations de collaboration d'édition, c'était plutôt des livres d'artistes. D'accord. Donc pas vraiment des éditions, à grand tirage, des fanzines, voilà. Mais puisque je touche depuis que je suis chez Hubert Ibren un peu plus à tout ce monde-là, que je découvre aussi en même temps, moi je trouve ça très inspirant parce que j'avais peut-être aussi mais par ignorance totale parce que en Allemagne j'ai jamais lu des BD. Et s'il y avait des BD, c'était vraiment des BD genre Lucky Luke, vraiment des choses ultra clichés, alors que c'est tout un univers, le monde de la BD. J'avais justement découvert avec l'expo, l'Amélie, elle faisait des événements autour de l'expo, et il y a 2 semaines, on a fait un déballage d'un livre
où il y avait une autrice qui m'a été Grandjean, qui était invitée pour présenter son livre. Et c'est magnifique. Et puis elle nous a raconté en plus comment elle est arrivée là, avec aussi tous les ratés. C'était super. Et c'est pas du tout classique. Voilà. Donc ça, oui. Enfin, peut-être pas. Je sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, oui, ça m'intéresse. D'accord. D'aller par là un petit peu. T'as déjà fait des livres? Non, livre, on peut pas dire. Non. Mais t'as un projet, t'as construit, Avec Amélie, on a potentiellement l'idée là. J'ai en fait une série dans l'expo. C'est des monochromes en fait, c'est des compositions où j'ai fait une composition autour d'une teinte de couleur et en fait la composition est basée sur des poèmes d'un poète. Ou c'est pareil un peu en cadavre exquis, soit c'est moi qui ai commencé, il a écrit après, soit c'est lui qui a écrit avant et j'ai illustré un peu le livre, ou inspiré librement. Et ça, on a envie d'en faire un livre peut-être plus tard. Voilà. Donc c'est des choses qui germent là, mais j'ai jamais fait avant. Ouais. Mais j'aime beaucoup le livre en général, vu qu'il fait aussi partie. Enfin, j'ai une bibliothèque énorme. Quand je suis arrivée en France, j'avais la tendance à chaque exposition que je faisais, je m'achetais le catalogue. Ouais. Donc j'ai un rapport au livre qui est là, mais vraiment le livre spécifique, tout ce qui est illustration, BD, je découvre. Voilà. Après c'est une bonne filiation parce que on m'a toujours dit souvent que mes images, on voyait des histoires et c'est raconter une histoire avec une seule image. Alors que j'ai quand même un sac à dos de formation qui vient du film. Et le film aussi, je m'en inspire beaucoup. J'ai toute une culture cinématographique. Et là aussi, ça raconte des histoires en plusieurs images. Et du coup, ça se rejoint là un petit peu, peut-être avec l'édition du livre. C'est raconter une histoire, mais pas forcément avec une seule image. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on sent que c'est riche et qu'il y a plein de choses qui se passent. Enfin, c'est vrai que ça raconte beaucoup de choses en même temps quand on est devant. En plus, je t'en parlais tout à l'heure quand t'es arrivé, les monochromes qui sont particulièrement beaux. Effectivement, tu sens que c'est riche, il se passe plein de trucs. Et sans forcément le mot, parce que j'associais toujours beaucoup la BD avec la parole, alors que voilà, la BD, c'est pas forcément avec le mot, quoi. Okay. Est-ce que tu participes? Alors, tu t'as un peu répondu, mais peut-être qu'on pourrait quand même un petit peu faire un petit détail dessus de représentation. Tu participes. Tu disais que tu t'allais pas trop aux foires. Tu t'allais un peu au vernissage. Ta représentation, c'est beaucoup sur Instagram. Tu essaies quand même de pointer ton nez à des endroits. Et plutôt, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pourquoi? Pour continuer, pour travailler, pour servir ton activité professionnelle. Ce que j'ai peut-être pas dit, parce que j'ai la représentation à la galerie, mais j'ai aussi eu des contacts via Instagram pour les institutions. Ok. Donc j'ai commencé aussi à travailler un petit peu avec des institutions. Et ça, c'est pas que Instagram, c'est aussi le 6B a un site avec une résidenthèque. Donc là-dedans aussi, tout est relié avec nos Instagram, nos sites. Donc j'ai déjà eu aussi une proposition, ça c'était par mail du coup, qui ont vu mon travail sur le site du 6B. Et je continue toujours, mes amis, je vais au vernissage, j'ai pas complètement arrêté ça, mais je le faisais vraiment beaucoup. Je faisais 4 jours par semaine, j'allais au vernissage. Okay. Et ça, pareil, ça me prenait trop de temps, j'avais plus de temps pour créer. Donc, comme je disais, j'ai mis énormément de temps jusqu'à ce que quelque chose surgit. Et donc, j'ai besoin d'un temps d'avant. Et aussi, mentalement, j'ai besoin de savoir, derrière, il y a aussi du temps pour quand je suis dedans, que je peux continuer. Donc, si à 18h, je dois partir et que je le sais dès le matin, pour aller à un vernissage, j'arrive pas à me mettre dans le jus. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté, parce que ça
ça me mettait vraiment en danger et j'essaie vraiment à chaque fois un peu comme une guerrière d'enlever en fait tout ce qui peut m'empêcher à la création en fait. Voilà. Donc en fait, on est beaucoup sur les réseaux quand même. On est beaucoup. Tu disais que tu allais faire un site un petit peu avec les pièces terminées. Et les textes aussi. Et les textes, tout à fait. Parce que ça, c'était la bourse Ekphrasis. J'y ai postulé parce que dans mon portfolio et en général, je devais toujours écrire moi-même ma démarche d'artiste. Et je trouve que c'est bien d'avoir... Enfin, c'est important. Ça valorise d'avoir ça. D'avoir en fait des textes écrits par d'autres sur un travail. Et puis surtout, c'est des gens qui ont l'habitude de faire ça. Si moi, j'étais si à l'aise avec le mot, je serais pas devenue... je serais pas allée dans les arts visuels. Et puis, t'aimes pas spécialement écrire ta bio à la 3e personne, comme si c'était quelqu'un d'autre. Après, j'aime beaucoup la poésie, mais c'est un autre genre de parole. Ok. On va bientôt s'arrêter là. Est-ce que tu as une anecdote pour nous raconter sur une exposition, quelque chose que tu as vécu, un regret, un échec, une victoire, quelque chose? On va dire un malheur déjoué. Un malheur déjoué, c'est bien. En fait, mes sculptures, ils sont très très légères et très fragiles. Et toujours un peu, c'est un truc voulu, que c'est en équilibre, mais que c'est sur le point de s'effondrer. Donc, je suis toujours ultra angoissée lors des vernissages que quelque chose arrive quand il y a beaucoup d'affluence. Et donc, il y avait une expo où, au vernissage, il y avait énormément d'enfants. Parce qu'il y avait aussi une visite guidée un peu avec eux. Saloperie d'enfants. Et ils couraient dans tous les sens, mais ils étaient super, ils me posaient plein de questions, mais ils étaient un peu, c'était partout. Et en arrière-tête, j'avais toujours peur que quelque chose arrive. Et donc, j'ai mandaté un peu d'autres adultes s'ils pouvaient pas faire attention à ce que rien n'arrive. Et il y avait un monsieur qui, en essayant d'écarter ou de prévenir un enfant, a lui-même trébuché et effet de domino, a fait tomber la sculpture. La sculpture a survécu, mon cœur un peu moins. Mais voilà. Faut dire que c'est posé au sol. Oui. 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 Mais ça, je pense que c'est, peu importe le contexte, institution, galerie, artist run space, ça peut toujours arriver. Non, mais ça arrive les toujours. Accidents, voilà. Mais ça m'apprend ça un peu que j'essaie de contrôler et c'est arrivé par l'arrière-porte. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que tu as une dernière question, Marceau, ton petit moment Élise Lucet, généralement? Non? Non. Pas aujourd'hui. J'ai toujours pas saisi le pourquoi du comment de cette séquence, mais... Bon, Cornélia, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et je trouve, j'adore ce podcast. Je l'ai déjà écouté ces derniers jours pendant que je travaillais. Merci. C'est adorable. Ah ouais. Et du coup, on te retrouve où alors? Ton site est pas encore en ligne, mais bientôt. Donc, pour l'instant, c'est Instagram, il y a Cornelia_Eichhorn. Oui, et puis la galerie Huberti Brain. On va faire ce samedi un talk avec une dermatologue, Louise et moi, et la dermatologue autour de la peau. Ouais. Et puis l'été prochain, à partir du 2 août jusqu'au 15 septembre, j'ai une exposition collective au Centre Aponia à Monastier-sur-Gazeille, en Haute-Loire, autour des techniques de dessin un peu pas commun, avec 4 autres artistes femmes. D'accord. Super. Et quant à nous, il faut pas hésiter à nous suivre sur Instagram à sanstitre.cast. On vise les 23 followers. Et je crois qu'on a une chaîne YouTube depuis peu. Oui. Absolument introuvable. Ça, c'était justement ma question. Il y a bien une ou deux vidéos dessus. Les vidéos, je les voyais nulle part. Bah ouais, non, mais elles arrivent sur YouTube. Lourd. Fort, tout ça. Et puis sur Spotify et les plateformes de podcast à 100 titres. Voilà. Merci. Merci à toi. Bisous. Merci beaucoup pour votre écoute. Retrouvez toutes les actualités et les travaux de Cornelia sur son compte Instagram Cornelia_Eichhorn
Merci au Centre Pompidou qui nous accueille et nous soutient dans ce projet. Un grand merci à Cyril et son équipe à la régie. Retrouvez toutes les informations et actualités de Sans Titre sur notre compte Insta santtitre.cast. Merci à Olivier Schloberg pour le générique. Bisous.